ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff, vous recevez Pauline Condomine, une journaliste à Livre Noir, auteure d'une enquête de 6 mois dans des associations d'extrême gauche. C'est disponible dans le magazine Livre Noir, infiltré au cœur de l'extrême gauche. Bonjour Pauline Condomine. Bonjour. Pauline Condomine, effectivement, c'est un magazine, l'excellent magazine Livre Noir qui sort aujourd'hui dans tous les kiosques. Et je vais vous dire, je l'ai lu et vous avez fait quelles que soient les opinions pour avoir, qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, qu'on soit absolument scandalisé par ce que vous dites ou au contraire qu'on approuve, vous avez fait un très très bon travail de journalisme infiltré. Je rappelle que le journalisme, c'est d'abord, non seulement d'avoir question à tout, je le dis, mais d'aller sur le terrain, d'aller enquêter et de prendre le temps de se colter avec le réel. C'est pas seulement, c'est très bien d'avoir des opinions, de chausser ses lunettes idéologiques et effectivement de dire telle ou telle chose et d'affirmer telle ou telle chose, c'est d'aller voir ce qui se passe. Et vous l'avez fait, justement, pendant 6 mois. Vous êtes allé, effectivement, fréquenter les associations dites d'extrême gauche, encore que beaucoup de choses à dire, mais enfin, notamment des occupations pro-Palestine, Urgence Palestine, mais aussi le soulèvement de la terre, mais aussi la ZAD, aussi le collectif sans-papiers, les féministes Paris-Banlieue, les décoloniaux, les LGBT, etc. Vous racontez ce que vous avez vécu, notamment chez la Marche internationale pour le droit des femmes. Alors d'abord, comment ça vous est venu de dire, je vais aller voir ce qui se passe, mais surtout, je vais aller adhérer, m'infiltrer, c'est le cas de le dire, en infiltration, et je vais participer aux réunions, entendre tout ce qui se dit. Comment c'est venu ? Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Alors en fait, ça m'est venu l'année dernière. Lorsque l'association immigrationniste qui s'appelle Utopia 56, qui est une association qui prend en charge des migrants clandestins, oui, a occupé une école avec des MNA, enfin ce qu'elle appelait des MNA, donc des mineurs non accompagnés, en disant voilà, on occupe l'école parce qu'il faut un logement pour ces MNA. Dans le 16e arrondissement, je crois. Exactement, c'est l'école à Erlanger, une école désaffectée. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon alors, tout le monde commentait de loin, disait voilà, est-ce que c'est vraiment des mineurs ou pas, comment ça se passe ? Et je me suis dit, en fait, c'était une vraie curiosité de ma part, je me suis dit, j'ai envie d'aller voir qui ils sont et comment sont les bénévoles et en fait qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Et donc j'y suis allée et je me suis rendu compte, d'une part que c'était pas des mineurs et puis aussi je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie exploitation de ces clandestins par les bénévoles. C'est ça. Alors quand vous dites exploitation, vous dites que notamment cette association Utopia 56, mais elle n'est pas la seule, si vous voulez, elle travaille comme un certain nombre de gens pour effectivement l'accueil des immigrés, des migrants, etc. et leur fournir soit aide financière, soit aide matérielle, soit aide juridictionnelle pour qu'ils soient intégrés, pour qu'ils restent sur le territoire. C'est quoi un peu le... Alors exactement. Alors Utopia 56, donc ce dont je me suis rendu compte quand j'y suis allée, c'est qu'ils prennent en charge plusieurs profils. Ils prennent en charge, mais majoritairement en fait des clandestins. Ils prennent en charge des hommes clandestins qui en fait ont fait une demande pour être reconnus comme mineurs non accompagnés. Quand on est reconnu mineur non accompagné, on est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Bien sûr. Voilà, on est logé, on est formé. Sauf qu'en fait, eux, ils allaient récupérer à la sortie de l'AMNA, c'est-à-dire l'accueil des mineurs non accompagnés, là où ils faisaient leur entretien d'évaluation, ils allaient récupérer ceux qui avaient été refusés. Donc moi, je me suis rendue avec eux. En fait, tous les après-midi, on allait faire le pied de grue devant l'AMNA et on récupérait ceux qui avaient leur lettre de refus. Et la première fois que j'y suis allée, justement, ça m'a marqué parce qu'il y a une bénévole qui a dit voilà, écoutez, nous on n'est pas d'accord avec le fait que vous ayez été refusé, on pense que c'est scandaleux et ne vous inquiétez pas, on va vous aider à faire un recours juridique et dans 80% des cas ça marche. Et ensuite, ils les attendaient à la sortie de... On les attendait devant, exactement. Et ensuite on les emmenait ailleurs. Et voilà, il y avait une autre chose, alors pour le coup, qui m'a beaucoup marqué en fait, c'est qu'ils s'occupaient aussi de familles clandestines, alors avec des familles, avec des femmes, des enfants et même parfois des bébés. Et en fait, ils les aidaient à trouver des hébergements le soir. Sauf que en parallèle, comme il y a une saturation de l'hébergement d'urgence, ils voulaient demander des hébergements en fait à la mairie de Paris, alors que c'est la compétence de l'État. Et donc en fait, ils leur disaient certains soirs, écoutez, il faut que vous alliez manifester en fait devant l'hôtel de ville pour demander des hébergements. Donc ce soir, on ne vous aide pas à trouver d'hébergement, il faut que vous restiez toute la nuit devant l'hôtel de ville. Et en fait, il leur faisait faire le pied de grue, pareil, devant l'hôtel de ville toute la nuit. Il leur disait d'aller là-bas et de rester la nuit là-bas. Il leur disait d'aller là-bas et je voyais, parce que j'y étais, et je voyais justement des familles qui allaient voir les bénévoles qui leur disaient oui, on est fatigué, on veut rentrer ce soir. Et les bénévoles qui disaient non, ce soir c'est manifestation, de toute façon on vous aidera pas. Et moi je suis allée voir les bénévoles parce que ça m'a marqué. J'ai dit mais pourquoi vous les laissez pas rentrer? Ils m'ont dit de toute façon si on les laisse partir, tout le monde va partir et puis les choses n'avanceront jamais. Et ensuite j'ai continué donc sur cette voie des associations immigrationnistes parce que je suis allée aussi dans un collectif de sans-papiers
dans le 20e arrondissement, donc qui prend en charge des clandestins, des sans-papiers. Et en fait, les militants aident les sans-papiers, on les aidait en fait à faire leur dossier pour qu'ils soient régularisés, pour aller voir la préfecture. Sauf que en échange, il fallait que les militants ils aillent en manifestation. Il fallait qu'ils aillent pointer en manifestation. Donc en manifestation, il y avait une sorte d'appel sur un carnet. On doit noter le nom des clandestins qui sont là. Ensuite, on leur dit on va vous aider, mais vous venez manifester avec nous, c'est ça? Exactement, vous venez manifester. Ensuite, on les rentre dans un tableau Excel et ceux qui ont le plus pointé, c'est ceux qui vont être aidés en premier, qui vont être favorisés par rapport aux autres. Ouais. Carrément, rentrer dans un tableau Excel, ah oui, ils sont fichés, mis, etc. Exactement, oui. D'ailleurs, j'ai participé à remplir ce tableau Excel. Et pour vous dire à quel point en fait, on les emmenait dans des manifestations, antiracistes contre la loi Darmanin, alors qu'en fait, les clandestins, fondamentalement, n'étaient pas du tout opposés à cette loi. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, je pense que l'article 17, ça peut m'aider à me régulariser. Pour moi, c'est une bonne opportunité. Et les militants, s'insérer, etc. Exactement. Les militants insistaient en disant non, c'est une loi fasciste, c'est une loi raciste, il faut qu'on manifeste contre, etc. Alors justement, et ça, je vous ai dit, je vais aller plus loin, je vais aller vraiment voir ce qui se passe dans ces associations, etc. Exactement. Et vous vous êtes retrouvé dans une des associations, d'ailleurs depuis le 7 octobre, effectivement, quand il y a eu le début de la guerre Israël-Gaza, Hamas et tout ça, le fameux 7 octobre, le terrible 7 octobre, et puis tout ce qui s'est passé ensuite, effectivement, vous vous êtes retrouvé à Urgence Palestine. Et là, vous avez constaté une espèce d'intersectionnalité des luttes, de convergence des luttes tout à fait étonnante. Racontez-nous. Tout à fait. Alors déjà, Urgence Palestine, je n'avais pas prévu à la base d'y aller. En fait, moi, j'ai aussi fait les choses au fil de l'eau, c'est-à-dire que je suis allée dans un collectif et ensuite ça m'a amené dans un autre collectif parce que tous les collectifs sont interconnectés. Donc ça, c'est ce qui a rendu mon travail d'autant plus naturel, en fait. C'est-à-dire tous se connaissent, où il y a des réseaux, c'est une porosité entre tous les mouvements. Et alors, Urgence Palestine, à chaque fois, au Soulèvement de la Terre, donc c'est un groupe écologiste radical qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec la Palestine, je rencontrais des militants qui étaient aussi à Urgence Palestine. Dans l'AG Féministe Paris Banlieue, un groupe féministe qui organise des réunions interdites aux hommes cisgenres, il y avait des filles qui étaient à Urgence Palestine, et dans le collectif de sans-papiers que je viens de mentionner, il y avait aussi des gens qui étaient à Urgence Palestine, et d'ailleurs il y a une militante qui m'a dit demain je fais une conférence, on m'a demandé de la faire parce que je suis racisée, il vaut mieux que ce soit quelqu'un de racisé qui fasse la conférence. Et racisé aujourd'hui c'est non blanc. Exactement, ça, hein. exactement. Et elle m'a dit donc si tu veux venir voir, et là je me suis dit je n'ai pas le choix que d'aller voir, donc j'y suis allée et je suis rentrée dans ce collectif. Et j'ai commencé par rentrer dans une section locale dans le 20e arrondissement, et en fait un jour j'ai saisi l'occasion de pouvoir aller dans vraiment le collectif national avec le noyau dur des militants, parce que je me suis proposée pour faire le compte rendu de la réunion et de la partager après aux autres groupes locaux. Et donc j'ai réussi à rentrer dans ce collectif vraiment à l'échelle nationale. Et là je me suis retrouvée en réunion. Alors c'était vraiment la convergence des luttes. C'était impressionnant à voir parce que il y avait des militants indigénistes. Je pense à un des chefs qui s'appelle Omar Indigène de la République, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, à Boutelja, oui. Exactement, des militants du PIR. Il y avait un monsieur qui était fiché S pour islamisme en 2021 qui s'appelle Elias Dimzalen et qui lui est de perspective musulmane, qui est concrètement quelqu'un qui milite pour l'islam politique. Il y avait des féministes radicales qui justement organisent des réunions interdites aux hommes. Il y avait des marxistes. Interdites aux hommes hétérosexuels. Et cisgenres, exactement. Parce que si c'est transgenre, c'est bon. Et en fait, je me suis dit, comment tout ça peut fonctionner en fait concrètement, comment est-ce que ces alliances peuvent marcher, qui va se compromettre dans tout ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, donc dans cette association, il y a une règle qui a été édictée, une doctrine officielle, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer les crimes commis par le Hamas, on n'a pas le droit de critiquer les viols commis par le Hamas. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, les féministes vont forcément réagir. Et je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est elles qui étaient les plus offensives et qui essayaient de convaincre justement leurs camarades de non, il faut surtout pas condamner le Hamas. Et donc c'était très très marquant. Vous voulez dire que la ligne rouge, la ligne qui était là, c'était vraiment le Hamas, c'est la résistance. Ce qui s'est passé le 7 octobre, oui, mais je veux dire, il faut le prendre pour ce que c'est. Mais vous dites quelque chose de très fort, notamment, Pauline, vous dites, faudrait que je retrouve ça qui est très très fort. On va en parler juste après la pub. Oui. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pendant 6 mois, une journaliste a infiltré diverses associations très diverses et qui se retrouvent sur quoi on va en parler, diverses associations de gauche, d'extrême gauche, très diverses justement. Et vous avez effectivement
joué le rôle de la militante, en tout cas, pour effectivement entendre tout ça. Mais alors justement, Pauline Condomine, qu'est-ce qui réunit, quels sont les axes qui réunissent des gens aussi quand même différents que les LGBT, les féministes radicales, le soulèvement de la terre qui est écologiste, c'est eux notamment, enfin eux et puis d'autres, vous savez, qui ont aspergé la Joconde au Louvre et tout ça. Il y a aussi les collectifs sans papier, les féministes, on l'a dit. Et effectivement, cette association, et vous dites qui reçoit des dons, qui est un mouvement, qui n'a pas de statut juridique, etc., et qui au fond, vous avez constaté, et vous le dites dans le magazine Livre Noir, vous dites, et aussi vous avez vu quelques députés, notamment de la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste, les Antifa, etc. Qu'est-ce qui, au fond, les réunit et qu'est-ce qui les sépare? Ce que vous avez vu, hein? Tout à fait. Alors, c'était justement cette convergence des luttes, c'était dans le collectif Urgence Palestine que j'ai infiltré. Donc, en fait, on pourrait penser, voilà, à premier abord, enfin, c'est ce que je me disais, ça se trouve, ce n'est qu'un simple mouvement de soutien aux civils palestiniens parce que il y a la guerre entre le Hamas et Israël. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui réunit fondamentalement ces militants, c'est un antisionisme radical, c'est-à-dire une vraie volonté qu'Israël soit éradiqué, mais soit vraiment rayé de la carte. L'existence même d'Israël l'existence d'Israël en tant qu'État, même d'ailleurs à un moment, il parlait de Rima Hassan qui elle est pour un État binational et en fait il l'a considérée comme une traîtresse parce que pour eux il ne doit y avoir qu'un État palestinien. Et en fait, ce qui les réunit donc c'est le soutien du fleuve à la mer au Jourdain. De la mer au Jourdain. Et ce qui les réunit alors c'est le soutien au Hamas et le 7 octobre. Donc le 7 octobre est qualifié de résistance, le Hamas est qualifié de résistance. D'ailleurs, à la première réunion à laquelle j'ai assisté, la militante qui m'avait conviée à la réunion a dit pour moi, le 7 octobre, comme pour la plupart des musulmans et des arabes, ça a été la résistance en action. Donc voilà, donc pour aussi une certaine part des islamistes, en fait, la lutte pour la Palestine, c'est une cause de la Oumma, en fait, c'est une cause islamique. Et ensuite, pour les décoloniaux, ça devient une lutte décoloniale. Et donc, effectivement, voilà, il y avait aussi des féministes. Oui, Israël en tant que blanc, pas en tant que seulement juif, en tant Israël que blanc, en tant qu'agent de l'Occident. C'est ça. Et qu'il faut éradiquer. Et donc oui, pour moi, il y a une sorte de masochisme même chez certains militants. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des militants anticapitalistes, donc voilà, de gauche, du NPA. Ouais. Et en fait, ils étaient très conscients de ces alliances. Ils disaient, voilà, nous, en fait, on a conscience qu'on s'allie avec des réactionnaires, avec des islamistes, mais en fait, c'est une alliance temporaire. Parce qu'une fois que la Palestine sera libérée, on va parachever la libération par la révolution du prolétariat. Intéressant parce que ils devraient méditer aussi sur ce qui s'est passé en Iran, quand le Parti communiste Toudé a aidé, tout à fait Khomeini est arrivé, et quand Khomeini est arrivé, le Toudé, les communistes ont été éradiqués, alors eux, de façon très précise. Mais il n'y a pas quand même, parce que moi, ça me parut énorme, que ces gens, oui, ils disent éradiquons Israël, etc. Bon, ok, c'est leur, je ne dirais pas c'est leur droit, c'est leur idéologie et c'est leur croyance. Mais il n'y avait pas chez certains féministes, que vous avez rencontré certains féministes, ou certains LGBT, ou certains gauchistes, quand même, se disant, est-ce que ça va pas un peu loin, tout ça? Non, il n'y avait pas alors si, il y a eu, par exemple, dans ce groupe féministe dans lequel j'étais, il y a eu un débat à la suite du 7 octobre. Il y a une militante qui a commencé à dire le Hamas, ça reste quand même un parti réactionnaire, antisémite. Est-ce qu'il faut vraiment le soutenir de manière inconditionnelle? Et en fait, on lui a très sèchement répondu qu'elle avait une vision trop occidentale des choses et que il fallait respecter l'autodétermination des Gazaouis, des Palestiniens, et que donc finalement le Hamas avait une légitimité. Et ça c'est même allé justement chez ces féministes à dire non, on ne va pas condamner les viols commis par le Hamas parce que pour eux, en fait, les Palestiniens sont plus victimes. Même le Hamas, c'est plus des victimes que les femmes israéliennes. En fait, dans la concurrence victimaire. Exactement, dans l'intersectionnalité qui explique que voilà, il y a une espèce de concurrence victimaire. En fait, les femmes israéliennes, elles sont hors jeu en fait. Voilà. Oui, en tout cas, elles sont moins à plaindre que, elles sont moins que les victimes gazaouis qui existent aussi effectivement. Mais alors comment vous avez vu, vous avez assisté aux réunions. On va parler aussi de cette manifestation. Vous avez fait plusieurs. Mais c'est quoi, par exemple, pour les écologistes?
les écologistes que vous avez vus, Soulèvement de la Terre et autres, les zadistes et autres, c'est quoi? En disant, aujourd'hui, effectivement, pour faire avancer nos luttes à nous, il faut passer par la lutte palestinienne, gazaoui et compagnie. C'est ça un peu je dirais, leur mental En fait, ils sont sensibles à ces luttes-là. C'est un écosystème où voilà, toutes les luttes sont un peu réunies. Et ils disent que c'est aussi leur combat parce qu'ils épousent en fait tous les combats antiracistes et entre guillemets qui confinent à l'islamisme aujourd'hui. Et en fait, par exemple, Soulèvement de la Terre, c'était très parlant pour moi parce qu'il y a eu la crise des agriculteurs. Donc j'étais en interne quand il y a eu la crise des agriculteurs. Oui. Et les militants, ils disaient non, mais on a essayé d'aller voir les agriculteurs sur les blocages, on a essayé d'aller leur parler, mais ils nous aiment pas. Et puis en plus, c'est des fachos, c'est l'extrême droite, donc les agriculteurs, on laisse tomber. Mais en revanche, ils ont fait, dans le même temps, ils ont fait une alliance avec Urgence Palestine, où ils ont décidé d'aller boycotter Carrefour, justement parce que Carrefour donne, il me semble, fournit des rations alimentaires aux soldats israéliens. Et pour le coup, l'alliance avec Urgence Palestine était absolument naturelle, en fait. C'est-à-dire que ça n'a même pas posé problème, posé question. Tandis que les agriculteurs en colère, c'était l'extrême droite, le fascisme. Ce sont des réactionnaires, quoi. Voilà, exactement. Ils aiment pas les migrants, ils aiment pas la mondialisation. Et alors, justement, les gens que vous avez côtoyés, Pauline, c'est très intéressant. Ils sont, en fait, quoi, ce sont des gens qui sont à la recherche de repères. Je parle de la base, que vous avez vu, je parle pas des quelques leaders, etc. Est-ce que ils se disent oui, c'est ça la cause aujourd'hui, et ils se disent et en fait, ce qui compte, c'est d'être dans le bon camp, le camp justement anti-occidental. C'est de l'anti-occidental, c'est de l'anti-blanc, c'est tout ça à la fois. C'est quoi? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les fait courir, quoi? Exactement. Alors je pense pour beaucoup de jeunes militants, il y a une forme de culpabilité, à mon avis, même de culpabilité d'être un occidental, d'être blanc. Ah oui, ils ressentent, oui, je suis coupable d'être blanc. Tout à fait, oui. Le privilège blanc, je dois le vivre et l'expier. Exactement. Et si en fait on n'agit pas contre ce privilège, on est coupable en fait. On est coupable par nature et nous on fait partie de cet Occident-là qu'il faut contrer. Donc oui, il y a cette idée qu'en fait c'est pas grave. On va aller aider les autres, on va aller aider les islamistes, on va aller aider les militants indigénistes et on doit nous un peu laisser tomber nos opinions, par exemple sur le féminisme, pour les aider. Oui, c'est étonnant parce que, encore une fois, séparons complètement islamisme et musulman, c'est pas du tout la même chose, mais il voit bien que les islamistes, au fond, on avait bien vu le traitement des femmes yazidis et compagnie, enfin, et ce qui se passe en Iran, et ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, ça leur pose pas problème. Pas du tout, et d'ailleurs, les militantes féministes, moi, que j'ai rencontrées, elles militent concrètement pour l'autorisation du port du voile à l'école, le port de l'abaya, et pour elles, c'est antiféministe d'interdire le voile à l'école ou d'interdire l'abaya. C'est islamophobe. Et d'ailleurs, j'étais à une réunion à Urgence Palestine et une militante qui disait que en fait, le féminisme blanc, les femmes qui demandent les écarts, qui demandent à avoir qu'il n'y ait plus d'écarts salariaux entre les hommes et les femmes, qui ont ce genre de lutte-là, c'est du féminisme blanc, c'est du féminisme privilégié, mais que la vraie cause, c'est les femmes qui sont voilées et en fait qui n'ont pas le droit de se voiler partout et que c'est vraiment ça la lutte féministe par excellence. Le reste, l'économie, tout ça, c'est pour les blancs, c'est pour les privilégiés. C'est pour les blancs. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est très intéressant parce qu'il pousse donc jusqu'au bout ce raisonnement décolonial, anti-occidental, anti-blanc, etc. Ils ont un raisonnement très racialiste en fait. Il y a le féminisme blanc et le féminisme non blanc, et donc il y a des militants justement qui sont blancs et qui disent on va exorciser un peu notre blanchité, on va les aider et on va servir leur cause à eux, quoi. Ah ouais, c'est très intéressant. Vous le montrez très bien dans votre reportage, encore une fois, vraiment à lire dans Livre Noir, parce que ce n'est pas souvent. D'ailleurs, c'est je crois une des premières fois où on a une enquête en profondeur et qui dit bien, qui montre bien, même si c'est une minorité évidemment, mais une minorité agissante, et on voit très très bien ce que ça pose. On va continuer à en parler évidemment avec Pauline Condemine. Et puis vous aussi vous aurez... Et oui, et pas seulement moi, passionnant, encore une fois, Pauline Condemine infiltrée au cœur des associations dites d'extrême gauche, mais encore une fois, il faudrait beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, je crois qu'elles ne sont ni de gauche ni de droite, c'est autre chose encore. Mais elles se disent évidemment, effectivement, décoloniales, antifascistes, etc. Mais quand on voit effectivement les extraordinaires discriminations raciales qu'elles posent entre elles, par exemple, c'est intéressant, vous me parlez on va parler de la manifestation au fait du 9 mars dernier, mais par exemple, Rima Hassan, qui est quand même très pro-Palestine, qui est pour un État binational, etc., et vous dites,
elle est considérée dans le milieu comme traîtresse à la cause. Tout à fait, elle est considérée comme une traîtresse parce qu'elle s'est prononcée dans les médias pour un État binational. Donc voilà, en réunion, les militants, ils étaient excédés. Ils disaient, en fait, c'est pas décolonial, un État binational. Il faut vraiment se débarrasser d'Israël et des Israéliens, en fait. Donc, oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les colons, quoi. Ah oui, mais il le disait concrètement. C'est vrai que il le disait même, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on va en faire des colons ? Ils allaient jusqu'à dire on va les éliminer, ou c'était ils disaient qu'il faut éradiquer Israël, donc c'est assez clair. C'est ça, oui, c'est très clair, ce que dit d'ailleurs tous les mouvements des islamistes radicaux, enfin je veux dire des salafistes, etc. Toute cette terre, il ne devrait pas avoir 1 cm² de terre non arabe ou non islamique. Je voudrais revenir alors à cette manifestation du 7, c'était le 8 mars, je crois, c'est ça, Journée internationale des femmes. Donc, vous dites, c'est les féministes qui organisent la Journée internationale des femmes. Alors, comment Urgence Palestine, comment ils se sont greffés là-dessus ? Vous étiez déjà là-dedans, vous participez aux réunions et vous avez participé à la manifestation. Racontez-nous. Tout à fait. Alors, en fait, Urgence Palestine, ils ont été invités dans le cortège par un collectif féministe, donc le collectif dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle AG Féministe Paris Banlieue et qui organise des réunions interdites aux hommes cisgenres hétérosexuels. Et en fait, ils ont été invités. Intéressant, oui. Tout à fait. Ouais. C'est assez paradoxal. Ouais. Et elles leur ont dit, voilà, vous pouvez venir parce que vous pouvez militer avec nous. Alors moi, je me trouvais à la réunion de préparation du 8 mars, donc c'était le 5 mars. Et en fait, en direct, pendant cette réunion, les militants, ils préparaient donc la manifestation. Ils ont appris qu'il y avait un collectif qui s'appelle Nous Vivrons. Donc c'est un collectif de femmes juives en majorité, mais qui en fait dénonce les crimes commis par le Hamas et l'antisémitisme. Dénonce le 7 octobre. Oui, et le 16 octobre. Et en fait, ils ont appris qu'elles avaient une place dans le cortège. Et donc là, en fait, la salle est rentrée en ébullition. Ils étaient dans une colère noire. Il y a une militante qui a commencé à dire il faut qu'on appelle des antifascistes blancs pour aller leur casser la gueule. Ensuite, il y a le chef Omar Al-Soumi, le vrai chef du mouvement, qui a dit est-ce que quelqu'un dans la salle connaît des fighteuses motivées, en fait des femmes qui pourraient aller se battre contre le cortège. C'est Nous Vivrons. Exactement. Ouais. Et alors vraiment, c'était une colère noire. Et moi, je devais rédiger le compte-rendu de la réunion. Donc je rédige le compte-rendu. Je rédige un compte-rendu très sobre, très simple. Et ensuite, je l'ai envoyé à Omar, qui l'a repris et qui l'a complété en expliquant dans le compte-rendu, il faut aller s'opposer physiquement aux sionistes, parce que voilà, il les appelle les sionistes. Mais tous sionistes, oui, c'est ça. Tout le monde est sioniste à part eux. Tous ceux qui sont pour l'existence d'Israël sont des sionistes, et ils estiment qu'il y a un vrai complot sioniste. Donc voilà, il faut aller s'opposer physiquement aux sionistes. Il y avait beaucoup de violence. Et en fait, donc le jour de la manifestation, donc moi j'étais avec eux et vous défiliez avec eux, avec Urgence Palestine, etc. Oui. Défilé avec eux et en fait, alors on n'était pas censé défiler au même endroit que le groupe de féministes juives Nous Vivrons. On était censé manifester à des endroits différents, sauf que Omar Al-Soumi, donc le chef d'Urgence Palestine, ainsi que d'autres militants, des hommes qui étaient dans la réunion où j'étais, sont allés au contact du cortège et les ont agressés en fait et se sont battus. Omar leur a même lancé des bouteilles dessus et en fait la violence elle était préméditée quoi. Et après forcément là j'étais un petit peu inquiète. Je me suis dit il y a quand même pas mal de violence et je me suis quand même rendue à la réunion suivante, donc la réunion de débrief. Et alors à ce moment-là, c'était très particulier parce qu'en fait, comme il y avait une capture d'écran d'une de leurs conversations de groupe qui avait fuité sur Twitter, ils étaient persuadés d'être infiltrés, donc ils demandaient à tout le monde t'es qui, tu connais qui ici. Donc moi j'étais un peu stressée. Ben oui, ça se comprend. Et en fait, je me disais peut-être qu'ils vont remettre en question la violence qu'ils ont utilisée, peut-être qu'ils vont se dire voilà, on a été un peu trop impulsif, on n'aurait peut-être pas dû les agresser physiquement. Et en fait, bien au contraire, ils ont conclu la réunion en disant que l'agression n'avait pas été assez organisée, que ça aurait été une victoire, parce qu'en fait, le cortège a été exfiltré de la manifestation à cause de cette agression. Il a été exfiltré par la police. Nous Vivrons. Exactement. Nous Vivrons, le groupe de féministes juives a été exfiltré. Et en fait, ils ont dit, voilà, les militants d'Urgence Palestine et Omar... on a gagné. Ouais. Ils ont dit, en fait, on aurait pu dire qu'on a gagné, mais c'était pas assez bien organisé, c'était pas assez coordonné, cette agression, donc la prochaine fois, il faut que ce soit mieux fait. Donc en fait, c'est un collectif quand même, un groupement de faits qui utilise la violence, qui incite à la violence. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait toujours pas eu de question de dissolution de ce collectif est quand même, moi, me surprend pas mal.
Oui, par rapport à Civitas, qui est ou autres qui ont été... Quand je vois justement la militante de Némésis que vous avez reçue tout à l'heure, qui a fait une garde à vue pour une pancarte, et que je vois que Omar Al-Soumi, le chef d'Urgence Palestine, qui a été filmé, ça a fait le tour des médias, en train de lancer des bouteilles sur des féministes, lui n'a jamais été en garde à vue, donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Ouais, et en fait... donc ces gens que vous avez vus, hommes, femmes, etc., cette humanité, vous la pensez elle est très violente quand vous dites à la fin, oui, on va aller plus loin. Vous dites en fait qu'on n'est qu'au début, c'est-à-dire que ça va se radicaliser encore plus, d'après vous. Tout à fait, oui. En plus, c'est un groupe assez jeune qui a été créé après le 7 octobre pour soutenir le 7 octobre, justement, pour soutenir le Hamas. Et c'est un groupe qui a vraiment des velléités de violence. Et en fait, ce qui est, je pense, il faut se mettre aussi dans l'univers mental. C'est pas évident, mais en fait, c'est des personnes qui sont radicalisées, très radicalisées, et elles voient tout sous le prisme du sionisme, anti-sionisme. C'est-à-dire que il y a c'est l'horizon. Exactement. Indépassable, incontournable. Exactement. Ouais. Il n'y a ni gauche ni droite. C'est soit vous êtes pour l'existence d'Israël, soit vous êtes contre, et vous êtes nos amis, mais sinon vous êtes nos ennemis. Oui. D'ailleurs, vous le dites, vous le dites ceci. Je voudrais juste lire un paragraphe de votre enquête. Vous dites: ce mot de sionisme, je l'ai entendu résonner des centaines de fois au cours des dernières semaines. C'est à l'aune de cette notion que les militants sondent le paysage politique, notamment de gauche, et désignent leurs ennemis et leurs alliés. Tous ceux qui se prononcent pour l'existence d'un État juif ou qui dénoncent les exactions du Hamas tombent sous le coup de cette invective. L'enjeu n'est pas de soutenir, vous écrivez toujours, l'enjeu n'est pas de soutenir la Palestine ou de dénoncer la politique israélienne. L'enjeu est de gagner la bataille politique et idéologique en imposant l'idée qu'Israël n'a pas le droit de se défendre car il est le coupable originel. À ce titre, il faut faire taire tous ceux qui dénoncent les crimes du Hamas, à l'instar du groupe Nous Vivrons, agressé lors de la marche du 8 mars. Tout à fait. Mais c'est quand même assez étonnant parce que on peut encore une fois avoir les idées qu'on a, qu'on peut avoir, mais comment il se fait qu'ils ont réussi à convaincre? Parce que dans la vie, il y a quand même d'autres enjeux, il y a d'autres combats, et que tous doivent se focaliser là-dessus. Parce qu'apparemment, ils ont convaincu pas mal de monde, d'après ce que vous dites. Tout à fait. Moi, je pense que c'est la Palestine, ça devient presque un prétexte pour cette convergence des luttes, en fait, pour cette convergence des luttes, dont le motif, dont le moteur est la haine de l'Occident, en fait, parce que toutes ces personnes-là, elles se retrouvent dans la haine du blanc, dans la haine de l'Occident. Y compris les blancs, haine de soi, etc. Exactement, y compris les féministes blanches, y compris les militants indigénistes, voilà. Et oui, pour revenir sur le sionisme et l'antisionisme, pour eux, pour montrer voilà qu'ils sont quand même très radicalisés, le sionisme c'est un complot. Ils parlent de complot sioniste tout le temps et ça ne dérange absolument personne. Il y a un militant qui disait voilà, les sionistes ils s'infiltrent partout. Je sais que ça semble complotiste de dire ça, mais je vous assure qu'il y a un vrai complot. Et il ajoutait après le sionisme c'est une menace existentielle pour l'humanité, pire que le nazisme. Donc ils ont quand même une mentalité un peu de martyr comme ça. Et ça va même les amener, ce complotisme, qui est un complotisme qui ressemble vraiment beaucoup au complotisme antisémite, antisionisme, antisémitisme se confondent. Ça les amène même, pour certains militants, à penser que les attentats islamistes qui ont eu lieu en France, avec Charlie Hebdo, avec Mohamed Merah, en fait, sont des attentats orchestrés par le pouvoir sioniste pour attiser la haine des musulmans. Donc ils ont vraiment une mentalité très très particulière et très déstabilisante. Ouais. On va peut-être, je crois que nous avons Esteban, nous avons des... Effectivement, nous avons Jean qui nous appelle depuis la Dordogne. Bonjour Jean, vous avez une question? Daniel ou Jean? Allô? C'est oui. Jean. Daniel. Ah, oui, bonjour Daniel, on vous écoute Daniel. Non, ça en fait deux en Dordogne. Voilà. Oui, une petite question à la demoiselle. Je suis admiratif de son courage, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'elle a pu savoir quel était le ressort idéologique de toutes ces personnes, c'est-à-dire le fait de vouloir garder contre vents et marées tout un tas de personnes sur notre territoire, quitte à mentir, quitte à trahir? Est-ce qu'ils lui ont expliqué les raisons profondes? Oui, de ces associations qui gardent les migrants, les clandestins, etc. Voilà. Quel est le but avoué? Quel est le but final? Est-ce que c'est l'envahissement? C'est l'hybridation de la France? C'est la substitution d'un peuple par un autre? Voilà. Pauline? Bonjour Daniel, merci pour votre question. Bonjour. Alors, en fait, ces associations, elles ont une vitrine où elles disent voilà, nous on est là pour aider
les migrants. Et en fait, en réalité, ce qu'elles veulent, c'est vraiment abolir les frontières, en fait. C'est que, effectivement, moi, je pense que la France soit submergée, parce que pour elles, l'accueil doit être inconditionnel de tous les migrants. Et je pense que c'est abolir même les frontières, et voilà. Oui, non, mais en fait, là, oui, mais il y a des gens qui pensent, effectivement, y compris, des gens de gauche, et des gens qui disent, c'est le monde n'a pas de frontières, Exactement. c'est sans patrie ni frontières, voilà. Et oui, il y a des gens qui pensent sincèrement ça, après, Tout voilà. à fait. Et ça peut être motivé par une culpabilité d'être occidental, d'être privilégié, qu'il faut exorciser encore une fois, quoi. Oui, tout à fait, c'est assez étonnant. On a une question sur les réseaux sociaux, André, qui demande à Pauline. Pauline, est-ce que vous avez pu recueillir des messages audio ou des vidéos, en plus de votre enquête papier écrite ? Oui, tout à fait. Alors, on a énormément en fait de preuves, de documents, tout ce qui est dans l'enquête. Vous les publiez. On les publie même. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure d'un fichier Excel sur lequel le pointage des sans-papiers en manifestation est recensé, j'ai ce fichier et j'ai tout un tas de captures d'écran et même d'enregistrements pour avérer ce que je dis. Tout à fait. Et en plus, alors il y a des slogans quand même intéressants que vous avez entendus. Le kérosène, c'est pas pour les avions, c'est pour brûler les flics et les patrons. Tout à fait. Alors ça, c'est le groupe féministe, oui, tout à fait, qui l'emploie régulièrement en manifestation. Ouais. Et notre équipe de Livre Noir a filmé justement ce slogan. Ouais. Et ça a fait que Gérald Darmanin a saisi la justice pour justement appel au meurtre. Et alors moi, j'étais en interne dans ce groupe, donc j'ai vu les réactions et les féministes disaient mais je comprends pas, ce slogan, ça fait 10 ans qu'on l'emploie. Gérald Darmanin n'est-il jamais venu en manifestation pour constater par lui-même? Ah oui, c'est un slogan d'il y a 10 ans. Enfin, tout à fait, oui. C'est, pour eux, c'est, en fait, ils tombaient des nues d'avoir des problèmes à cause de ça. Et alors, et puis un autre slogan aussi, intéressant, la Palestine est une cause féministe. Tout à fait, oui, tout à fait. Intéressant, ça. Exactement, ouais. C'est le but de convaincre, et c'est le but de dénoncer ces féministes qui dénoncent le Hamas, de dire elles n'ont pas leur place parmi les vraies féministes que nous sommes. Une vraie féministe, c'est une féministe pro-Hamas pour ces personnes-là, tout à fait. Alors vous avez assisté à ça, et juste, c'est intéressant, vous avez été à une réunion où est venue Danielle Simonet, une des députées de la France Insoumise. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Alors justement, une réunion d'urgence Palestine. C'était une réunion d'urgence Palestine. Exactement. Donc c'est un collectif pro-Hamas, comme je disais tout à l'heure. Et c'était ma première réunion, donc j'ai écouté, il y avait beaucoup d'interventions. Donc voilà, comme je disais, on expliquait que le 7 octobre, c'était la résistance en action. Ensuite, il y a un militant qui a dit il faut soutenir la résistance par tous les moyens possibles. Et puis il y a Danielle Simonet qui était là, et c'est pas la première fois que des députés, des élus LFI côtoient les militants de Ils Tendance sont Palestine. assez présents, d'après ce que ils sont très présents. Oui, ils savent que ça fait partie de leur électorat, malheureusement. Et en fait, Danielle Simonet a pris la parole. Elle a dit écoutez, moi je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, parce que c'est quand même des militants très radicalisés. Elle leur a dit en revanche, franchement, je pense qu'on peut manifester ensemble. De toute façon, moi je vous demanderai pas un examen de conscience politique, donc soyons amis. Et ensuite, elle a demandé si elle pouvait prendre des photos de la salle, si elle pouvait prendre des photos pour faire sa communication. Et les militants lui ont dit non, et elle s'est assez vite éclipsée. Et en fait, ensuite, les militants disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle avait dit, parce qu'elle avait dit qu'elle était pour une solution à 2 États, et eux, c'est pas du tout leur vision des choses. Oui, c'est intéressant de voir, effectivement. Vous avez vu d'autres politiques Oui, j'ai vu Laurent Sorel, conseiller municipal du 20e arrondissement de la France Insoumise, qui venait très souvent en réunion à Urgence Palestine. Il disait voilà, moi je me sens bien ici, même si je partage pas tout à fait toutes vos idées, et qui aussi faisait partie des soutiens aux sans-papiers. Pareil, dans le 20e arrondissement, lorsque les sans-papiers sont arrêtés, il y a des élus locaux qui vont appeler la police pour leur dire, pour demander à ce qu'ils soient libérés, pour faire un peu pression. Et ils faisaient partie de ces élus-là. Et au fond, Pauline, maintenant après 6 mois, vous avez écrit tout cela, vous le publiez aujourd'hui. Le sentiment que vous avez par rapport au pays, par rapport à la France, enfin par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est quand même, alors en prenant un peu de distance avec un peu, est-ce que ça reste quand même une minorité qui se chauffe toute seule et qui s'auto-excite, ou c'est quelque chose qui annonce des lendemains qui déchantent? Alors pour le coup, ce qui m'a marqué quand même, c'est que
j'ai rencontré énormément de militants. Ils sont très nombreux. Franchement, très nombreux. Oui, ils sont très très nombreux et ils sont tous connectés les uns aux autres. Et en fait, moi, ce qui m'a inquiété, voilà, c'est pour ça que Urgence Palestine a pris une aussi grande place dans le magazine, c'est parce que c'est vraiment la convergence des luttes. Et c'est là où en fait, il y a une organisation et que en fait, c'est un bon prétexte pour qu'ils s'allient tous, parce que voilà, ils ont une haine de l'Occident. Donc forcément, même si ça reste une minorité, ils sont quand même nombreux, ils ont pas mal de moyens, et puis ils sont prêts à user de la violence. La violence, c'est c'est quelque chose qui était vraiment récurrent dans toutes mes infiltrations. Même d'ailleurs, à un moment, je me suis retrouvée sur un groupe qui en fait était un groupe de traque des opposants politiques dans l'Est parisien. C'est un groupe où de traque de qui? Alors, de personnes qu'on considère comme fachos ou d'opposants politiques, notamment en vue des européennes. Donc c'est un groupe où en fait, où des personnes que j'ai rencontrées sont sur ce groupe. Dès qu'elles voient dans l'Est parisien quelqu'un qui est considéré comme facho d'extrême droite, elles le signalent au groupe et ensuite l'information doit être relayée dans des groupes antifa violents pour expulser la personne ou plus. La mettre hors d'état de nuire. Exactement. C'est ça, Exactement. On va marquer une dernière pause sur Sud Radio, toujours avec Pauline Condomine, journaliste à Livre Noir, qui s'est infiltrée pendant 6 mois à travers des associations d'extrême gauche. Et nous avons Jean qui nous appelle depuis Toulouse, qui veut réagir. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour André Berkoff et votre invité Pauline Condomine. Tout d'abord, et pour faire très court, mes félicitations Monsieur Berkoff pour laisser ce temps d'antenne si précieux à une journaliste aussi courageuse et aussi clairvoyante dans l'analyse qu'elle a faite. J'avais 2 questions. La première, vous y avez répondu, donc je vais très vite. Je voulais savoir si des élus de LFI vagabondaient parmi ces réunions et osaient s'afficher, se montrer. La réponse a été positive. Et la deuxième question, plus délicate, qui s'adresse à Madame Condomine, vous avez fait preuve d'un travail, d'une abnégation incroyable, très courageuse. Je suppose aujourd'hui que vous allez ou vous êtes sous protection. Oui, bonne question. Effectivement, c'est une question que j'allais poser, Jean. Oui, Pauline Condomine aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes sorti, effectivement, vous êtes en pleine lumière, et je pense que les associations, les groupes que vous avez côtoyés ne doivent pas être particulièrement heureux. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous êtes comment ça va se passer? Vous êtes sous protection? Comment ça se passe? Alors on a pris des dispositions, oui, pour ma sécurité, et donc je suis très bien entourée et soutenue, donc non, je suis pas inquiète, et je pense que même s'il se passait quelque chose, ce serait très facile de remonter aux personnes responsables, donc je suis pas inquiète, et merci beaucoup pour votre question. Voilà. Merci Jean. On a Denis qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Depuis la Dordogne, pardon. Bonjour Denis. Ouais, bonjour et merci beaucoup à vous. Et moi, c'est un peu dans le même sens, quoi, parce qu'après une enquête comme ça, les menaces de mort, ça doit y aller quand même, quoi. Mais... Et vous avez déjà, non, là, c'est trop tôt. Vous savez, c'est sorti aujourd'hui, puisque c'est sorti en même temps que la sortie du magazine de Livre Noir, qui est dans les kiosques aujourd'hui, et que je vous recommande, parce que vraiment l'enquête. Ouais, mais j'ai été voir sur Internet, on le voit, ouais. Mais oui. Ça fait peur, quoi, pour cette personne. Elle est très courageuse, et puis vu ce qu'on entend aujourd'hui, les choses qu'il y a, les appels à la Palestine pour la destruction de l'État d'Israël et tout ça, ça fait vraiment très très peur. Et le courage de cette femme-là de dénoncer tout ça, quoi. Au fond, vous êtes, Pauline, quand vous avez commencé, et même au fur et à mesure, est-ce que vous posiez des questions sur vous, ce qui me paraît tout à fait normal et naturel? Vous dites, oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais sortir tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous occupait, et qui me paraît tout à fait légitime? Évidemment que ça m'a préoccupée. Après, voilà, j'ai été accompagnée tout le long, très bien accompagnée. Toutes les dispositions ont été prises. Tout le monde savait où vous étiez. Exactement, tout le monde savait où j'étais en permanence, j'étais protégée, donc voilà. Et après, oui, parfois on me posait des questions un peu personnelles, donc je m'étais fait un peu une sorte de profil, mais j'essayais de coller le plus possible à ce que j'étais pour pas devoir trop mentir, parce que c'est quand on ment qu'on se fait prendre. Évidemment. Mais alors quelque chose quand même, c'est intéressant. Dans toutes les associations, ça prouve quand même, je ne dirais pas un certain amateurisme, qu'on ne vous ait demandé que votre prénom. À un moment donné, quand même, des gens, je ne sais pas, ça me paraît naturel de dire, attendez, ah oui, tu t'appelles comment, tu es d'où, etc. Et montre-moi ta carte d'identité. Après tout, sans être policier, on peut le demander. Personne ne vous a jamais demandé ça. C'est quand même étonnant. Non, pas du tout. Et en fait, il y a une vraie culture de l'anonymat.
Et quand les gens posent trop de questions, les autres vont se méfier. Et donc, pourquoi tu poses cette question ? Exactement. Tout le monde est un peu anonyme. Exactement, parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des agents, des renseignements territoriaux qui sont infiltrés. D'ailleurs, j'ai assisté à des scènes de paranoïa où il y avait les militants commençaient à s'engueuler entre eux en disant mais qu'est-ce qui me dit que t'es pas des RT, des renseignements territoriaux, qu'est-ce qui me dit que je peux te faire confiance, est-ce qu'on se connaît assez bien ? Donc voilà, donc finalement il y a cette culture de l'anonymat qui est due à justement au fait de vouloir échapper à la police, au renseignement, qui m'a aidé dans cette infiltration. Sauf les leaders un peu dont on parlait. Oui, les leaders évidemment sont connus, oui c'est assez sûr. Est-ce que vous avez vu, en fait, sur les méthodes, alors vous avez parlé effectivement, donc pour le moment en tout cas, Urgence Palestine n'a pas d'existence légale, c'est ce que vous dites. Non, c'est ni une association, c'est un collectif, enfin voilà, comme d'autres collectifs. Et est-ce que ils ont manifesté une peur de la dissolution, etc., certains mouvements ou pas, ou qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? Tout à fait. Alors les soulèvements de la terre, ils ont été très marqués parce que Gérald Darmanin a tenté de les dissoudre l'année dernière suite aux événements de Sainte-Soline. Donc en fait, la menace de la dissolution plane toujours, donc ils en parlent tout le temps. Ouais. Et on doit mettre nos téléphones pendant les réunions, on doit mettre nos téléphones dans des boîtes. Ah oui, à chaque réunion, vous mettez les téléphones qu'on met au fond de la pièce, et on doit tous avoir un pseudo. Enfin, tout le monde a un pseudo d'animal. Donc moi, je m'appelais Beluga. Et voilà. Et Urgence Palestine, aussi, ils ont peur. Et en même temps, ça ne les empêche pas d'écrire dans un compte-rendu officiel de la réunion qu'il faut aller s'opposer physiquement au sionisme. Mais en même temps, ils ont peur parce que beaucoup de militants que j'ai côtoyés ont eu des procès pour apologie du terrorisme parce que ils ont soutenu le Hamas sur les réseaux sociaux. Et donc, ils savent que quand même, il y a des risques juridiques. Mais en même temps, il y a une telle impunité. Quand je parlais d'Omar Al-Soumi tout à l'heure, le chef d'Urgence Palestine qui a agressé des féministes et qui n'a jamais été en garde à vue. Il craignait d'aller en garde à vue. Il disait l'arc sioniste se tend contre nous, peut-être que je vais être interpellé. Il n'a jamais été interpellé. En tout cas, vraiment, Pauline Condomine, une enquête tout à fait remarquable. Vous avez déjà vos prochains sujets d'enquête ou pas encore? Oui, on travaille sur nos prochains sujets d'enquête. Bon, vous en saurez plus bientôt. Bon, très bien. Et puis, je pense que là, on pourrait faire ça à visage découvert. En tout cas, je vous l'espère. Je rappelle vraiment, lisez Infiltrés, au cœur de l'extrême gauche dans Livre Noir. Et encore une fois, c'est un document et un document aussi très courageux. Merci Pauline Condomine d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission.